Bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons tous les participants pour ce webinaire inaugural de la série Empreinte verte, le premier de notre série de 5 causeries sur l'environnement durable dans le secteur agroalimentaire. Je suis Pouba Ganeshan, le chercheur principal au Centre alimentaire de la Saskatchewan, et je serai votre hôte pour cet événement aujourd'hui. Dans cette série, nous allons explorer des pratiques et des technologies et des stratégies innovantes qui minimisent l'impact de l'environnement sur le secteur agroalimentaire. Aussi, comment les perceptions des consommateurs sont impliquées dans ce secteur. Nous sommes très heureux d'accueillir cet après-midi le Dr Sylvain Charlebois comme conférencier principal tout au long de cette série de 5 webinaires que nous organiserons. Le docteur Charlebois n'a pas besoin d'introduction, mais de présentation, mais également, il est connu comme le Food Professor. Il est professeur en distribution alimentaire et politique à la faculté de gestion de l'Université de Dalhousie et aussi directeur principal du laboratoire des sciences analytiques agroalimentaires et animateur du très populaire balado The Food Professor. Il a à son actif plus de 750 articles évalués par des pairs. Et c'est très impressionnant et que son travail a aussi été présenté dans de nombreux journaux et médias comme le New York Times, Wall Street Journal et National Post et beaucoup d'autres. Nous avons le privilège d'avoir son point de vue sur chaque sujet que nous allons aborder tout au long de cette série d'empreintes vertes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques annonces. Nous avons remercié Agriculture et Agroalimentaire Canada pour son soutien à la série Empreinte verte. Aussi, nous disons que le webinaire sera enregistré et affiché sur nos sites web au Centre alimentaire de la Saskatchewan sur la page Empreinte verte. Également, pour vos questions à la fin de la session, veuillez taper vos questions dans la boîte à questions-réponses et nous vous prions de bien vouloir le faire pour que nous puissions voir vos questions. Merci. Et sans plus tarder, Sylvain, c'est à vous la parole pour un constat de l'état de la consommation durable de protéines végétales au Canada. Ben, merci beaucoup, Pouba, pour cette introduction. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir de participer au programme. On a 5 webinaires pour la prochaine année et on a décidé vraiment de s'attarder à la protéine végétale pour le premier webinaire. Je pense que c'est un sujet important, là. En fait, ça nous interpelle tous. La protéine prend une grosse partie de notre vie. D'ailleurs, lorsqu'on dépense de l'argent à l'épicerie ou au restaurant, c'est pratiquement 40 de notre budget, là. Alors, c'est une portion très importante de notre budget. Mais il faut se rappeler que on vit, il y a un contexte quand même particulier, un contexte économique particulier actuellement qui sévit, qui affecte le comportement des consommateurs. L'inflation est vraiment en train de violemment affecter les ménages québécois et canadiens de façon phénoménale, là. On n'a jamais vu ça. Donc, pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attarder justement au contexte macroéconomique. On va parler un peu de ce qui se passe là, vraiment sur le marché. Et ensuite, on va parler d'innovation. Quoi d'autre qui se passe aussi dans le domaine de la protéine. Ensuite, je vais partager avec vous des résultats récents d'un sondage qu'on a effectué en collaboration avec Cattle, qui est un de nos partenaires. Je vais vous présenter certains résultats qui sont quand même assez intéressants sur l'avenir de la protéine comme telle. Qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que les gens veulent faire. Et finalement, je vais vous offrir quelques mots pour ce qui est de l'avenir. Donc, je vous avertis d'avance au début du webinaire, je vais être assez réaliste et peut-être même un peu pessimiste. Mais les choses vont, disons, s'améliorer avec le temps qu'on passe ensemble aujourd'hui. Alors, ça, c'est moi. Donc, c'est le menu que je vous propose aujourd'hui. Donc, inflation.
On parlait de l'agriculteur moderne. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'innovation? Résultat du sondage et ensuite, on va parler de l'avenir. Comme vous savez bien, ou peut-être vous ne savez pas, c'est qu'on présente à chaque année, en collaboration avec l'Université de Guelph, l'Université de la Saskatchewan et l'Université de la Colombie-Britannique, un rapport annuel sur les prix alimentaires. Et ce rapport-là, en fait, offre aux Canadiens une prévision pour les prix alimentaires. Et en décembre dernier, c'était la dernière fois qu'on présentait notre rapport, c'était notre 13e édition. Malheureusement, on avait des mauvaises nouvelles finalement, c'est qu'on s'attend à ce que les prix augmentent jusqu'à 7% cette année. Et lorsqu'on comprend le contexte, je ne sais pas qui nous écoute, mais si vous êtes dans le domaine alimentaire, je suis pas mal convaincu que ça ne vous surprend pas trop. C'est un phénomène mondial. L'inflation alimentaire est un phénomène, est un problème mondial. Alors, c'est difficile de se protéger de ce phénomène-là. Et c'est un phénomène qui est complexe, hein. Il y a beaucoup de gens qui, évidemment, vont blâmer une personne ou une compagnie, mais en réalité, c'est beaucoup plus difficile à comprendre que ça. Alors, nous, avec le rapport, on s'attarde à l'ensemble de la chaîne, on décortique un peu la problématique de l'inflation le plus possible pour permettre aux Canadiens de mieux comprendre les enjeux. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas sorti du bois. Je vais vous présenter des chiffres. On a préparé des chiffres pour une province au Canada qui nous ont mandaté de faire les prévisions pour les prix au gros. Et vous allez voir, en regardant ces prix-là, vous allez voir, les pourcentages sont extrêmement élevés. Et si vous regardez au niveau de la protéine, on voit que les choses s'amélioreront pas. Évidemment, ce n'est qu'une prévision. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ça qui va se passer. Mais par contre, ce sont des prévisions qui font réfléchir un petit peu. Donc, la viande, 45 les produits laitiers, 41 c'est tout au-dessus de 40 pour les 2, 3 prochaines années. Donc, c'est énorme comme changement. Et je ne suis pas certain que les gens sont prêts. Donc, ça, c'est les prix au gros. Ce ne sont pas les prix au détail, mais c'est le coût que les chaînes vont devoir absorber éventuellement. Et c'est la même chose pour les chaînes de restauration. Dans la restauration, on s'attend à une hausse de 46 ce qui est énorme. Donc, c'est pas rassurant comme tel. L'autre chose, donc, on vit une nouvelle ère, l'ère dans laquelle la nourriture est abordable. Là. Je pense qu'on a terminé. Pendant plusieurs années, là, le ménage canadien moyen dépensait à peu près 9 de son budget à l'alimentation. On ne sait pas si ça va changer, mais puis je vais vous présenter le prochain tableau. Nous, on croyait qu'avec l'inflation, les ménages doivent payer plus, mais ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Si vous regardez le diagramme en ce moment au niveau du détail, les colonnes bleues, ce sont les ventes au détail, au complet, et la colonne jaune sont les ventes alimentaires à travers le Canada. Puis quand vous regardez ça, où est-ce qu'on s'en va? On voit clairement que les gens dépensent moins. Et la raison est fort simple, c'est que dans notre vie, il y a d'autres facteurs qui coûtent plus cher, notamment le logement. On sait bien qu'il y a 2 semaines, la Banque du Canada augmentait son taux d'escompte de 1/4 de point. Et si on a une hypothèque à taux variable, c'est certain que nos paiements ont augmenté. Donc, si par exemple, vous avez une hypothèque de 300 000 amortie sur 25 ans avec un taux variable, vous payez probablement au-dessus de 7 000 par année pour maintenir un toit au-dessus de votre tête. Donc, c'est beaucoup d'argent. Au magasin, les gens sont forcés à payer à peu près, pour une famille de 4, c'est plus de 1 000 pour l'année
2023. Donc, on voit vraiment que le ménage canadien est sollicité, est brutalement affecté par ce qui se passe et il y a une retraite qui se passe. Il y a une retraite. Les ventes au magasin du dollar sont en hausse de 15 %. Un autre facteur qui est quand même assez déterminant. Alors, tout ça fait en sorte qu'on a un marché très différent, un marché beaucoup plus économe, un marché qui recherche des rabais beaucoup plus qu'avant. Et pour ce qui est de la protéine, évidemment, puisque la protéine est toujours perçue comme un investissement nutritif, finalement, c'est le point de rassemblement, c'est le point central des repas. Bien, c'est certain que les gens s'attardent à la protéine pour sauver de l'argent. Donc, on va délaisser certains produits pour épargner davantage. Donc, c'est un peu ça qui se passe actuellement et c'est pour ça que notre, euh, notre échange aujourd'hui sur la protéine végétale est quand même opportun parce que justement, le consommateur, là, vraiment, il pense différemment par rapport à la protéine. Euh, Au Québec particulièrement, il y a des différences. Il y a quand même une résistance. On est vraiment engagé. Il y a des traditions. On veut justement, on ne veut pas délaisser la viande. En fait, la viande, elle est extrêmement populaire. 93 % des Québécois achètent encore de la viande de façon régulière. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va changer de sitôt. Mais il y a quand même des Québécois ou des Canadiens qui veulent justement, qui s'intéressent à d'autres choses parce que, bon, on veut changer de diète, on veut faire ci, on veut faire ça, mais l'aspect socio-économique de la nourriture prend de plus en plus de place. Comme on le voit, en 2017, le ménage moyen dépensait 16 % de son argent au détail en alimentation. Là, on est rendu à 15 %. Est-ce que l'alimentation prend plus de place dans nos vies? Pas nécessairement, malgré l'inflation. Donc, on voit vraiment là, que euh, pour les épiciers, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les épiciers font énormément d'argent, que, bon, il y a peut-être de l'abus dans le système et tout ça. Nous, on ne le voit pas, là. On ne le voit pas vraiment parce que, justement, c'est plus difficile pour les détaillants de percer et d'aller chercher une clientèle et d'augmenter les ventes alimentaires de façon générale. Euh, on- Comme Pouba le disait plus tôt, on a un podcast qui s'appelle The Food Professor que je fais avec Michael Leblanc. Je vous encourage. C'est un podcast qui est seulement qu'en anglais, malheureusement, mais on a beaucoup d'invités qui sont québécois et francophones ou francophiles qui se joignent au podcast. C'est simplement que c'est plus facile. On n'a pas, en fait, on n'a pas de budget pour le podcast, donc on ne peut pas traduire. Mais quand même, c'est un podcast intéressant. Puis on attire des invités quand même assez intéressants, comme Josh Tetrick, que vous voyez ici. Josh Tetrick, c'est le président directeur général de Good Meat, qui est situé en Californie. C'est cette compagnie-là qui est derrière la viande de laboratoire qui est vendue à Singapour. Et tout récemment, Good Meat a eu l'approbation de la FDA aux États-Unis pour vendre aux États-Unis. Donc, tout ce qui reste, c'est l'approbation de la USDA qui devrait se passer d'ici quelques mois. Il y a trois autres entreprises qui s'attendent à une approbation de la USDA, ce qui est quand même assez intéressant, mais on voit vraiment que euh, il y a une mouvance vers d'autres choses, vers d'autres choses que la tiercé des viandes, donc le poulet, le porc et le bœuf. Ce qui est intéressant. Et pourquoi que des gars comme Josh attirent tellement l'attention? Ben, c'est pour des raisons d'environnement, biosécurité. Pensez à la grippe aviaire. La grippe aviaire, aux États-Unis, on a dû abattre 70-75 millions de poulets minimum. Mais avec la viande, avec la production en laboratoire, on peut éliminer l'aspect les biorisques, on peut justement éliminer plusieurs risques
pour mieux contrôler la production comme telle. Au niveau du développement durable, bien sûr, on produit ce qu'on a de besoin. On répond à un besoin. Si, par exemple, le marché a besoin de plus d'ailes de poulet, comme durant le Super Bowl, par exemple, bien, à ce moment-là, on produit plus de poulet. Donc, on fait du sur-mesure, tandis que au niveau de la production traditionnelle, on produit un poulet à la fois. Il y a certains morceaux qu'on va utiliser plus que d'autres. Donc, on pense, ce sont ces aspects-là qui font en sorte que la production de laboratoire a beaucoup, beaucoup de potentiel et les coûts sont de moins en moins élevés. En 2013, le premier steak qui a été mangé devant un écran, devant une caméra, ce steak-là coûtait à peu près 350 000 US à l'époque. Ce même steak-là, pour produire, c'est moins de 10 aujourd'hui. Donc, on voit vraiment que les choses ont changé, les choses ont évolué beaucoup. Et il y a plusieurs compagnies comme Josh Tetrick. L'autre chose que je dois souligner, comme, comme chercheur, moi, je fais beaucoup de mentorat, je travaille avec des entreprises en démarrage. Euh, il faut toujours suivre l'argent. Pour mieux savoir ce qui va se passer, suivre l'argent aide beaucoup. L'argent peut se tromper, mais souvent, l'argent a raison. Et il y a des milliards de dollars qui ont été investis dans des projets de protéines végétales, dans des projets de, 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 de viande cellulaire, de viande synthétique, finalement. Donc, on voit vraiment qu'il y a un potentiel assez important, reconnu par le marché, par des investisseurs un peu partout dans le monde. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, n'arrêtera pas là. Puis c'est important de le reconnaître là, en conséquence. Donc, ça, je voulais juste mettre la table sur le contexte macroéconomique, financier des consommateurs, mais aussi l'aspect innovation avec ce qui se passe avec la protéine. C'est quand même, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous savez, depuis 40 ans, 50 ans, il n'y avait pas vraiment grand-chose qui se passait. C'était le comptoir des viandes, porc, poulet, bœuf. Et là, tout d'un coup, les gens s'intéressent à d'autres choses. On a parlé d'autres choses. Depuis l'invasion de Beyond Meat en 2018, parce que j'appelle ça l'invasion là, de Beyond Meat, on s'aperçoit que le consommateur est interpellé, le consommateur s'intéresse à d'autres choses, le consommateur veut découvrir tout ça. Et on a lu, on s'est éduqué par rapport à tout ça. Donc, on voit vraiment que le consommateur vraiment est ailleurs, est ailleurs. Et je pense qu'il y a plusieurs opportunités pour les entreprises dans le domaine de la protéine de façon générale, là, que ce soit au niveau bétail qu'au niveau de nouvelles sources de protéines comme la protéine végétale ou la protéine cellulaire, là, synthétique. Alors, je vais juste rappeler que notre partenaire Cattle, on travaille avec eux depuis 3 ans. On a 2 partenaires, Angus Reid et puis Cattle, et on utilise les deux comme source. Et puis, ces 2 partenaires-là ont été extrêmement formidables. Donc, allons-y, protéines végétales. Et en passant, il y a certains tableaux qui sont en anglais et je dois m'excuser. On n'a seulement que les tableaux en anglais, mais les titres sont en français, puis je vais vous les traduire au fur et à mesure. Avez-vous consommé un produit végétal alternatif à la viande au cours des 12 derniers mois? 34 donc c'est quand même beaucoup. Avez-vous consommé un produit végétal alternatif laitier? Au cours des 12 derniers mois, 42 l'ont fait. Notre sondage a été divisé en deux. On a regardé l'aspect viande, alternatif à la viande, et aussi l'aspect laitier, alternatif au lait. Donc, voilà. Donc, fréquence. Là, on voit ici, bon, à gauche, vous avez la viande et à droite, vous avez le lait. Comme vous voyez, évidemment, les gens dans le lait, on voit vraiment que dans le lait, là, les ménages canadiens, ils vont de façon hybride de plus en plus. Là. On voit qu'on achète. Mais aussi, l'autre chose, c'est qu'on est à parité aussi. Le coût
En fait, non, excusez-moi, peut-être pas au Québec, parce que le lait au Québec est très cher. On est à parité de façon générale au Canada, sauf au Québec. Mais au Québec, là, en fait, non, excusez-moi, c'est le contraire. Désolé. Les laits alternatifs ne sont pas si chers que ça parce que le lait est plus cher. Donc, en fait, il y a une grosse marge entre les deux. Tandis qu'ailleurs, on est pas mal à parité, ce qui est intéressant. Dans le cas des viandes, ce n'est pas tout à fait le cas, mais on voit vraiment que dans la viande, il y a beaucoup de gens qui achètent ces produits-là de façon quotidienne. Qu'est-ce qui motive les gens à acheter? Et ça, c'est une question qu'on a souvent, en fait, au laboratoire. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette catégorie-là a quand même beaucoup de potentiel? Et on se rend compte vraiment que ce qui se passe, c'est que l'aspect santé est ce qui est le plus important. Il y a aussi le goût. Le goût est important. L'aspect environnement et l'aspect animal aussi, bien-être animal, ce sont des aspects qui sont très importants. Ce sont les plus importants. C'est ce qui mène aux gens à penser autrement par rapport à la protéine. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour, en fait, répondre à ces besoins-là? Et puis, de plus en plus, en fait, ce qui est important de retenir, c'est que il faut comprendre que la santé, c'est vraiment le facteur qui est le plus important actuellement pour les consommateurs. Préférence, ça, c'est une question qu'on pose à quelques reprises à chaque année. Il y a l'aspect animal, l'aspect végétal. Qu'est-ce que les gens préfèrent? On force les gens à utiliser une préférence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, l'aspect animal, c'est ce qui retient l'attention le plus. Mais le 49,2 il y a peut-être 4 ans, je pense, c'était autour de 65. Alors, on voit vraiment qu'il y a un changement de cap par rapport à l'aspect animal comme tel. Je ne dis pas que les gens délaissent l'aspect animal, les viandes, mais de plus en plus, on s'intéresse à d'autres choses. Le Both, là, les deux, là, on voit que le 28 là, avant, c'était beaucoup moins. Donc, on voit que il y a beaucoup de gens qui passent de l'animal aux deux et non pas de l'animal à plant-based ou à végétal. Donc, on voit vraiment qu'il y a un changement assez intéressant. Au niveau du goût, bien sûr, il y a un changement. En fait, c'est une priorité. Avec l'arrivée de Beyond Meat en 2018, il y a eu beaucoup de nouvelles compagnies qui ont arrivé avec un produit qui était, disons, médiocre. Et à l'époque, on avait l'attention des gens, on demandait aux gens d'essayer. Et en n'aimant pas le goût, on a tout simplement décidé de délaisser la catégorie, malheureusement. Mais pas tant que ça. Les gens sont quand même ouverts. Il y a quand même un intérêt malgré tout. Mais si vous parlez à un manufacturier, si vous parlez à n'importe qui, on va vous le dire, si le produit ne goûte pas bon, il n'y a aucun potentiel. Donc, c'est important justement de réaliser à quel point le goût est important. Ce n'est pas juste une question d'offrir quelque chose qui est santé, quelque chose qui est différent, c'est vraiment le goût qui est important. Au niveau nutritionnel, bien sûr, la protéine végétale a la cote, clairement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, justement, la protéine végétale est un aspect important pour leur nutrition comme telle. Donc, ça, c'est un avantage assez important. Au niveau du goût, c'est un petit peu moins clair. Le prix est le plus gros défi, à mon avis, là, surtout pour les viandes. Là, on voit vraiment que les gens voient que ces produits sont plus chers. Ça, c'est le leg. Même encore là, même pour d'autres produits, on voit que, comme le bœuf, par exemple, le bœuf, il y a beaucoup de gens qui pensent que le bœuf a augmenté en prix depuis 12 mois. Or, ce n'est pas le cas du tout. Mais les gens pensent que le prix du bœuf a augmenté.
Ça, le prix est vraiment le défi le plus important pour ce qui est des produits analogues. Vraiment, là, parce que justement, on pense que ces produits sont très chers et pour quitter ce paradigme-là, ou pour éliminer ce paradigme-là, il va falloir peut-être travailler fort. On n'est pas à parité pour ce qui est de la viande. On s'en vient, mais on n'est pas rendu là encore. Est-ce que les gens vont vouloir payer pour la différence? On ne le sait pas. Donc, c'est quelque chose qui vraiment là, va être important à retenir. Ça va être quelque chose qui va être important justement à reconnaître. Et finalement, l'autre aspect, c'est la qualité. Bon, la qualité veut dire plusieurs choses là, pour plusieurs personnes, on s'entend, mais nous, on a laissé les gens, disons, nous exprimer qu'est-ce qu'ils pensent de la qualité des produits et de façon générale, on reconnaît que la qualité est quand même là, ce qui est intéressant. Où est-ce qu'on achète ces produits-là? Le détail le plus important, on voit que les bannières à rabais sont de plus en plus importantes, puis on le voit aussi au niveau des achats. De plus en plus, les gens s'intéressent aux bannières à rabais. Donc, il y a quand même du trafic à ce niveau-là, mais en même temps, les gens recherchent des rabais. Et si on perçoit cette catégorie-là comme étant trop chère, on va ailleurs. Donc, c'est pour ça que le gros champ de bataille, c'est de faire l'amalgame entre nutrition et abordabilité pour ce qui est de cette catégorie-là, pour l'avenir. Application, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué au CIAL cette année, c'est que tout d'un coup, au lieu de penser repas, on pense collation, on pense compliment, on pense à d'autres choses que vraiment le point central d'un repas pour ce qui est de la protéine végétale. Ce qui est intéressant, puis à mon avis, comme par exemple dans le cas des salades, saupoudrer la salade de protéines végétales. De plus en plus, les gens pensent autrement et pensent peut-être qu'il y a du potentiel à ce niveau-là. Au niveau des collations aussi, gros potentiel. Donc, au lieu de remplacer quelque chose, ça, c'était vraiment au point de départ le plus gros problème, c'est qu'on a vu l'invasion de Beyond Meat suggérer qu'on voulait remplacer quelque chose. Or, on complémente quelque chose. Au lieu de remplacer ou de croire que la nourriture, l'alimentation est une guerre à finir en deux camps, là, on perçoit on vend une valeur, on vend quelque chose d'intéressant comme tel. Bon, pour ce qui est de l'avenir, on a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils veulent faire par rapport aux protéines végétales. Qu'est-ce qui les intéresse? Est-ce qu'ils vont en acheter d'autres? Puis là, on voit vraiment, ça, ce sont des chiffres très, très encourageants. On voit vraiment que oui, il y a plusieurs personnes qui ont décidé de délaisser la catégorie, mais il y a quand même beaucoup de monde qui s'intéresse quand même à cette catégorie-là tout de même. Donc, c'est quand même intéressant comme tel de voir ce genre d'intérêt-là. Et comme je vous l'ai dit tantôt, euh, quels sont les facteurs qui pourraient faire en sorte que les gens vont vouloir acheter ces produits-là, les produits analogues, là, on s'entend, le prix, numéro un, le goût, numéro deux, la valeur nutritionnelle, numéro trois, l'accès aussi au quatrième rang. Donc, on voit vraiment là, qu'on veut, on veut quelque chose de mieux, mais quelque chose de moins cher surtout. Et à mon avis, est-ce qu'il va y avoir plus de marques sur le marché? Je ne penserais pas, mais le champ de bataille, ça va être au niveau des ingrédients, offrir des ingrédients à bon prix. Au lieu de s'intéresser au pourcentage de protéines, moi, j'ai l'impression on va vouloir s'intéresser à comment on va offrir un produit moins cher et comment on va pouvoir produire un produit moins cher, comment on va pouvoir augmenter les marges en conséquence. Donc, moi, à mon avis, c'est vraiment là où les choses vont se jouer beaucoup. Donc, au niveau de la maturité du marché, évidemment, on a affaire à un consommateur qui est différent d'il y a quelques années, hein. On pense par exemple, au débat de protéines. Les gens ont été interpellés beaucoup. Les gens s'intéressent beaucoup vraiment à
à la diète, on travaille beaucoup à la maison. Et lorsqu'on travaille à la maison, notre relation avec la nourriture change. La préparation de repas, la façon qu'on planifie les repas, la façon qu'on planifie les restants. Ça, c'est une autre chose, c'est que je pense que les restants vont être un marché à exploiter. Puis comment on peut intégrer la protéine végétale dans les restants? Et parce que manger des restants 2, 3 jours d'affilée, c'était plus gênant avant la COVID. Parce qu'on n'était pas là. Mais là aujourd'hui, disons que les choses ont changé pas mal. Les gens travaillent beaucoup plus à la maison maintenant. Alors, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on va vouloir développer ce créneau-là. Mais de façon générale, là, les gens savent plus, connaissent plus leurs options, s'intéressent à d'autres options. Quand on regarde les diètes, par exemple, c'est phénoménal comment les choses changent. Bon, le véganisme est une chose. Nous, on pense qu'au Canada, il y a entre 550 et 575 véganes. Le chiffre n'a pas vraiment augmenté. Euh, les véganes sont un groupe qui influence. Lorsque les gens veulent justement de l'information sur les protéines, bien, ils vont approcher un vegan ou des véganes pour savoir quelles sont les options véganes ou végétariennes ou végétaliennes les plus intéressantes. Euh, mais la diète qui a gagné le plus en popularité, c'est le pesquitarisme. Le pesquitarisme, c'est la diète sans viande terrestre. Donc, on exclut les viandes terrestres, mais le poisson, le lait, aucun problème. Et les œufs aussi. Donc, on voit vraiment que là, on croit qu'au Canada, il y a à peu près 1,8 à 2 millions de pescitariens quand même. Et là, si on ajoute les végétariens là-dessus, on commence à avoir beaucoup plus de monde qui veulent une diète sans viande pour une raison ou une autre. Alors, c'est pour ça que ces changements-là sont quand même assez intéressants comme tels. Euh, donc, est-ce que vous pensez que la diète végétale ou le nom diète végétale, parce que plant-based, en fait, en français, on n'a jamais eu vraiment ce problème-là, là, mais la terminologie, je pense, va changer à long terme, parce qu'on parle de plantes au Québec ou au Canada, mais ça se traduit mal. On est un peu maladroit avec le langage. Puis moi, j'ai l'impression, avec la maturité du marché, le langage aussi va changer éventuellement durant les prochaines années. Donc, quelles sont les opportunités? Ben, à chaque année, je vais au ciel et puis à chaque année, je vois qu'il y a une évolution au niveau des protéines végétales. Puis ce que j'ai vu cette année, il y a quelques semaines, c'est justement l'application. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la protéine végétale? Puis c'est sûr qu'au niveau du goût, les choses s'améliorent. Mais le ton aussi a changé. On ne veut pas autant compétitionner contre quelque chose qui est déjà établi. Mais il y a quand même une polarisation sur le marché, mais ça va être de créer des ponts entre les deux. L'arrivée des analogues sur le marché crée des ponts. Il y a beaucoup de gens que je connais qui avaient comme amis des végans, mais ils ne savaient pas trop comment leur servir. Alors, évidemment, il y a des produits qu'on offre à ces gens-là qui permettent justement à démocratiser la protéine. Puis c'est un peu ça qui s'est passé dans le service alimentaire en passant. C'est pour ça que AEW s'est intéressé au Beyond Burger, au produit Beyond Meat au début, parce qu'on voulait démocratiser le menu. Si, par exemple, il y a un groupe de 4-5 personnes qui arrivent et qu'il y en a une qui est végane, on ne voulait pas perdre 5 personnes, 5 clients. Donc, en démocratisant, on génère plus de revenus. C'est pour ça que dans le service alimentaire, on a innové beaucoup plus rapidement qu'au détail. Au détail, on était vraiment dans un momentum dans un même momentum depuis des années. Là. On vendait les mêmes marques, là, Yves, entre autres. Là. On vendait les mêmes marques constamment et puis il n'y avait pas eu vraiment grand changement avant Beyond Meat. Beyond Meat a vraiment tout changé, surtout en raison des capitaux qui ont été versés
dans le secteur, ce qui est quand même assez important. Santé et abordabilité, je pense que ce sont les deux champs de bataille. Et évidemment, il faut penser au goût, là. Mais moi, je pense que les gens reconnaissent qu'il y a une amélioration au niveau des produits. Et c'est pour ça que ce qui s'est passé depuis 5 ans, ça a été un genre de projet social, économique, là, socio-économique, si vous voulez, avec l'évolution des produits. C'est pas terminé, je pense. Les gens qui ont goûté, qui n'ont pas aimé, euh, peuvent être récupérés. Ce n'est pas une question, encore une fois, de remplacer, c'est une question d'offrir quelque chose de nouveau, quelque chose de simple. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui croient sincèrement que les produits s'améliorent. Donc, c'est une bonne chose pour l'industrie. Et finalement, quelques commentaires sur la compétition. Bien, la compétition, vraiment, je pense que la compétition va changer. Elle va transgresser. En fait, ça va, au lieu d'être au détail ou au service, ça va être en amont de la chaîne. Il va y avoir beaucoup plus de compétition à ce niveau-là pour, en fait, améliorer les produits. Disons, c'est ce qu'on voit, nous autres, au sein du marché. On voit vraiment qu'il y a un engouement pour de nouveaux ingrédients parce qu'on veut être compétitif. On veut offrir quelque chose d'abordable. Donc, là-dessus, je vais arrêter là. Je vais redonner la parole à Pouba et puis je peux répondre à vos questions si vous en avez. Moi, je suis pas mal certain que Pouba a des questions parce que je sais que c'est son champ de recherche, un de ses champs de recherche favoris. Alors, certainement, on va pouvoir échanger là, avec lui. Pouba? Oui, merci Sylvain. Merci pour votre perspective sur le régime alimentaire végétal. On n'a pas aussi de questions jusqu'à présent, mais bien sûr que j'en ai quelques questions. Et d'abord, c'était vraiment très, très visionnaire ce que vous avez proposé ici. La première question que j'ai, c'est sur le sondage que vous avez fait. Comment est-ce que ça décompose à travers le Canada? Est-ce que c'était représentatif de la population jeune, âgée? Oui, en fait, pour ce qui est de. Je n'ai pas présenté l'état de l'échantillon, mais de façon générale, on va toujours rechercher une représentation de la population canadienne selon les régions, donc les provinces, selon le sexe, bien sûr, et aussi selon voyons, les générations. Les générations. Pour celle-là. Parce qu'on voit, j'en ai pas vraiment beaucoup parlé, mais les générations, vraiment, là, il y a une polarisation. Les jeunes, les millénaux, donc les millénaux, c'est tous ceux qui ont en bas de 43 ans, là, leur perspective de la protéine est vraiment différente. Elle est vraiment différente. On est vraiment plus ouvert, on considère plus d'options. On est préoccupé par certaines choses. Je pense que tout le monde est préoccupé par la planète, par exemple, ou le bien-être animal, mais c'est à quel point ces facteurs-là affectent leurs décisions. C'est vraiment là qui est différent. Dans le cas de la viande cultivée, par contre, Pouba, tu sais, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a quoi, 25 des Canadiens qui sont prêts à essayer la viande cultivée. Mais quand on parle aux plus jeunes, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont prêts à l'essayer pour quelques raisons, là, vraiment. Donc, C'est on voit qu'il y a un l'aventure intérêt. d'abord. Oui, C'est plutôt exactement. un peu aventurier. Oui, Il y a c'est l'aspect bien. aventurier, mais ce qui les motive à vouloir essayer, c'est justement, c'est qu'il y a peut-être d'autres façons de faire, là. Donc, Ouais, ouais. ouais. Oui, en même temps, sur la viande cultivée, ça fait bien que vous en avez parlé. Le coût, le prix, c'est toujours cher, n'est-ce pas? Ah oui, non, Ouais. absolument. Ben, en fait, pour ce qui est de la viande cultivée, c'est de plus en plus abordable. Ça coûte de moins en moins cher. Dans le cas de Good Meat, là, avec Josh Tetrick, Mhm. sa stratégie, quand il va avoir l'approbation de la OSDA,
la stratégie, ça va être de vendre ce produit-là au même prix que le bio, par Oui, exemple. oui, Donc, mais au fur et à mesure qu'on va développer le marché, le prix va diminuer. Un oui. peu comme on voit avec la protéine végétale, finalement. Oui, c'est vrai. La raison que je posais cette question, c'est parce que j'avais une discussion avec quelques jeunes de Singapour, parce que vous avez parlé que Josh voulait faire la production à Singapour. Et ces deux Ouais. jeunes m'ont dit que ça coûte trop cher à Singapour. On veut en fait produire au Canada. C'est pour ça que cette raison que je me suis dit, mais Ah, OK. si le coût de production est toujours élevé au Singapour, ça veut dire que le produit final sera toujours coûteux. Ouais. Donc, Bon, absolument, absolument. Ben, moi, je pense qu'il va y avoir une évolution parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous savez bien, il y a des milliards de dollars qui ont été injectés dans ces technologies-là. Puis moi, je pense que t'sais, on va voir. Moi, je pense que le Canada est bien positionné pour développer une nouvelle filière, la filière cellulaire, là, la filière du synthétique, si vous voulez, là, ouais, 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 va être quelque chose. Genome Canada, justement, j'étais à Toronto cette semaine et on voit vraiment que Genome Canada s'intéresse de plus en plus à ce genre de technologie-là. ouais. Et c'est vrai parce que au centre alimentaire ici, nous sommes en train de construire et d'établir des fermenteurs à grande échelle. Et moi, mon expertise, c'est la fermentation. Donc, on a besoin des fermenteurs à grande échelle. Et pour cultiver la viande, il faut des fermenteurs. Donc, je suis d'accord avec vous. Au Canada, nous sommes bien positionnés. Il y a l'investissement fédéral, provincial pour faire de la culture in vitro, que ce soit Ouais, animal ou plante, à grande échelle ici. Et nous avons commencé, mais ça prendra peut-être 5 ans à 10 ans pour complètement établir. Donc, on a la possibilité, surtout qu'on a toutes les matières premières au ouais, Canada. Et si vous voyez le Saskatchewan, par exemple, on a tout ce qu'on a besoin du côté agriculture, les lentilles, les pois et ouais, en outre le blé. ouais. Donc, on est bien positionné pour cette, dans ce domaine de l'environnement durable et le régime alimentaire végétal. Oui, non, absolument. On a quand même plusieurs options Ouais, au Canada. Ben, c'est sûr qu'on est un peu par rapport aux Américains, on tire de l'arrière, là. Au niveau réglementaire, comme vous le savez, on n'est pas vraiment avancé. ouais, Il y a beaucoup de discussions qui se passent à Santé Canada, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer. Malheureusement, je trouve que on y va de façon pas suffisamment rapidement, à mon avis. Parce que ouais, ouais, les choses avancent extrêmement rapidement là, actuellement. ouais. Non, je suis d'accord. Pour d'élaborer là-dessus, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on fasse pour pousser un peu plus vite les régulations, les lois permettant à établir, par exemple, vous avez mentionné que la viande cultivée, d'ici la fin de l'année, ce sera légal aux États-Unis, Ouais. mais au Canada, je pense que on n'a toujours pas de structure. Non, exactement. Donc, il y a quoi? Je pense qu'il y a 13 ou 14 compagnies maintenant dans ce domaine-là au Canada. C'est toutes des startups, c'est toutes des compagnies en démarrage. Alors, on est loin de ça, mais au niveau de la réglementation, je pense qu'il va falloir qu'il y ait des discussions. Mais comme vous savez, Pouba, au Canada, il y a quand même il y a un régime. Tu sais, je pense, il faut penser à la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, d'abord et avant tout, est une politique de sécurité alimentaire qui assure les Canadiens d'une stabilité d'approvisionnement à long terme pour la protéine animale. Mhm. Tu sais, donc, c'est un régime qui est très important pour le Canada, qui est très important pour les Canadiens. Et qu'est-ce qui arrive si justement on commence à laisser plus de place à ce genre de produits-là? Alors, politiquement et économiquement, il y a quand même, l'enjeu est un petit peu différent qu'aux États-Unis. Ouais.
Non, je suis d'accord. Et en fait, j'apprécie le fait que vous avez parlé de complémenter à l'opposé de remplacer. Donc, ça, c'est quelque chose de très important parce que pour la perception publique, il y a toujours des gens qui disent pourquoi est-ce qu'on veut remplacer et détruire une industrie qui est vraiment très établie au Canada. Ouais. Donc, c'est complémenter, c'est le terme approprié de ce Oui, qu'on à mon parle. avis, ouais, Ouais. c'est absolument. Parce qu'il y a beaucoup d'adversité, hein, Pouba. Ouais. J'imagine que vous allez dans des conférences, puis tu sais, quand on discute avec les producteurs agricoles, on perçoit toujours de mauvais œil l'innovation ou l'arrivée de nouveaux produits. Puis, il faut penser quand même qu'aujourd'hui, les consommateurs ont beaucoup plus de pouvoir qu'auparavant. Ouais. De par les réseaux sociaux, on se parle tous, on s'informe, que ce soit de l'information qui est exacte ou non. On influence beaucoup et on se laisse influencer beaucoup. Donc, en bout de ligne, à mon avis, ce qui est important, c'est de reconnaître euh, que le consommateur a beaucoup plus de pouvoir et le consommateur recherche différents produits, ce qui nous amène à développer une offre qui est beaucoup plus éclatée qu'auparavant. Mhm. Ouais. Et dans cette même direction, comment, selon vous, on peut éduquer le public en général sur l'importance des protéines végétales? Parce que on voit que on a commencé, et vous avez parlé des jeunes qui sont intéressés d'essayer de choses nouvelles, mais qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour sécuriser le réseau alimentaire et surtout d'aller vers l'autosuffisance? Ben, en fait, c'est l'autosuffisance. Ben, moi, je pense qu'il y a quand même il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps au niveau de la production. On a une agriculture de plus en plus efficace. Euh, j'ai toujours trouvé qu'au niveau de la transformation, on n'en fait pas suffisamment, quoique depuis quelques temps, surtout en Saskatchewan, où est-ce que vous êtes, il y a quand même beaucoup plus de transformation qu'il y a quelques années. Donc, ça, c'est quand même bien, là. Donc, on voit vraiment qu'il y a l'émergence d'une chaîne de valeur qui est beaucoup plus résiliente qu'auparavant. Parce que la résilience, pour moi, c'est la base de la résilience, pour moi, c'est pas nécessairement la production, c'est la transformation. Et Mhm. si on n'a pas un facteur, si on n'a pas un secteur de transformation solide, c'est beaucoup plus difficile de supporter nos producteurs et c'est beaucoup plus difficile d'innover. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ça, il y a de l'interaction et ce réseau qu'on doit établir. Et parlant d'innovation, on parle très souvent maintenant de euh, l'agriculture de précision ou même l'agriculture verticale. D'après vous, est-ce que ça va contribuer davantage ou sera toujours pas abordable quand les produits vont atterrir sur le marché? Pour l'agriculture de précision, Oui, euh, et les deux, et l'agriculture verticale aussi. ouais, ça c'est Oui, disons, je sais, mais ouais. c'est Ben, plutôt du côté de l'innovation de production. ouais. Pour ce qui est de l'innovation ou des méthodes de production, d'abord, euh, l'agriculture, elle est beaucoup plus performante parce que les agriculteurs, en fait, profite d'une mouvance technologique. Là. On s'outille beaucoup mieux qu'auparavant. D'ailleurs, on utilise l'intelligence artificielle. Là. Ouais. Ce qui est vraiment bizarre dans le domaine alimentaire, c'est que le- l'adoption technologique vraiment se passe à deux endroits. Au niveau de la production, puis au niveau de la consommation. Tu sais, on parle d'intelligence artificielle beaucoup ces temps-ci, les agriculteurs là, utilisent l'intelligence artificielle depuis des années. On adopte de nouvelles technologies. Au détail, les consommateurs, on utilise l'intelligence artificielle à chaque jour, 25 à 30 fois en moyenne par jour. Là. Donc, Uber, Google, tout ça, il y a Mhm. de l'intelligence artificielle là-dedans. Mais entre les deux, là, l'adoption technologique n'a pas été si forte que ça. D'ailleurs, cette semaine, je visitais à Toronto une usine de beignes. On fait des beignes.
Écoutez, on fait 1,5 milliard de beignes par année. Il y a beaucoup de manuels, là. Il y a beaucoup de manuels, Mhm, 500 employés. Donc, on voit vraiment qu'il y a du travail à faire. Mais c'est là, à mon avis, où je pense qu'il va y avoir un grand changement d'ici les prochaines années au niveau de la production, l'adoption de nouvelles technologies comme les fermes verticales pour se rapprocher des centres urbains. On va penser aux chaînes d'approvisionnement de façon différente en mhm, raison de ce qui s'est passé récemment pour rendre les chaînes beaucoup plus résilientes. mhm. Ouais, c'est pour cette raison que j'avais cette question, parce que l'après-Covid, on a fait face à la rupture de cette chaîne d'approvisionnement. Et c'était parce que surtout au Canada, on importe presque tout ce qu'on a besoin, les Ouais, matières premières. Donc, ça a aussi causé l'augmentation des prix. ouais, exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on va faire extrêmement attention. On va y aller de façon plus délicate et plus mesurée à long terme. Alors, tout ce qui a rapport à des aspects moins visibles de la chaîne d'approvisionnement ou de la chaîne, je pense on va porter plus attention. Mm. Ouais. Ouais, merci. Et puis, l'autre chose que vous avez parlé, c'était la, le pourcentage de 34% pour la consommation de végétal alternatif et 42% pour l'alternative de laitier. Et d'après vous, comment est-ce que vous allez mesurer le succès d'adoption de la régime végétal en termes de pourcentage? 50%, 60%, ou comment envisagez-vous cette Ouais. amélioration dans ce pourcentage? Ben, c'est une bonne question. Quel est le pourcentage, disons, optimal, Mhm. finalement? Si je comprends bien votre question. En fait, pour le lait et les viandes, je pense qu'il y a deux scénarios différents. Dans le Ouais. cas des viandes, moi, je pense que on s'approche vraiment d'un point optimal. Mais ça peut être beaucoup plus que 50-60%. Mhm. Mais dans le fond, moi, je pense qu'il va y avoir une évolution. Ce pourcentage-là va continuer à augmenter. Mhm. Euh, mais on ne parle pas de délaisser, hein. On ne parle pas de délaisser d'autres produits. C'est juste qu'on s'intéresse à ces produits-là. Dans le lait, moi, j'ai l'impression que ça risque d'être un petit peu plus difficile à long terme. Même si le pourcentage était plus élevé, moi, j'ai l'impression que l'évolution va être plus lente. Mhm. Plus lente. Simplement parce que les gens qui veulent faire des changements l'ont fait ou continuent à le faire. Les produits, à mon avis, il y a plus de choix, il y a plus de goût, il y a plus de types. Et moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on va atteindre un sommet assez rapidement. Mais dans le cas des viandes, je ne suis pas certain qu'on va cesser de voir une évolution à long terme, là. Donc, mais pour ce qui est d'un pourcentage précis, je ne peux pas vous dire, là, je ne sais pas. Mhm. Mais moi, je sais très bien que par rapport à nos données précédents, je pense qu'on est probablement passé le creux. Mhm. Ça ira pas plus bas que ça, là. Ouais. Donc, aussi, vous avez parlé on parle déjà du changement climatique. Donc, ça risque d'introduire un autre problème au niveau de la production. Donc, est-ce qu'on aura tendance ou on se trouvera dans une situation où la demande est là pour le régime végétal, mais au niveau de production, qu'on fait face au changement climatique, est-ce que ça risque davantage d'augmenter le prix, le coût de production et découragera la consommation? Ben, en fait, je pense que, tu sais, on en parle beaucoup de changement climatique, hein. On en Mm. parle énormément. Et Ouais. puis, il y a le marché du carbone aussi qui affecte les gens directement. Fait que Puis évidemment, on va être en été bientôt. On parle de feux de forêt. Il y a beaucoup de gens qui parlent tu sais, c'est rendu vraiment vrai, là.
Les changements climatiques nous affectent à tous les jours, on en parle tous les jours. Les gens font des liens, que ce soit qu'il y ait un lien véridique ou pas. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le climat change et que l'humain a un rôle à jouer pour diminuer la rapidité de ces changements-là. Ouais. Fait que si les gens pensent que leurs choix alimentaires peuvent faire une différence, ben ils vont le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que ces produits-là disparaîtront pas. Ouais. Mais en même temps, d'après votre sondage, on voit que la préférence des gens, c'est d'abord les bénéfices sur la santé. Ouais, Et l'environnement, c'était au troisième, si je ne me trompe pas, c'est au ça. niveau de la Le goût est préférence. deuxième, ouais. Donc, il y avait quelqu'un qui m'avait dit il y a quelques mois de cela, quand les gens vont acheter des produits au supermarché, ils ne regardent pas que c'était quelque chose de produit parce que ils ont choisi une procédé pour protéger l'environnement, mais d'abord, c'était quels sont les ingrédients, est-ce que c'est bon pour ma santé, et c'est à ce moment-là qu'ils achètent ça. S'il y a quelque chose qui dit que c'était produit avec des technologies durables, ça n'intéresse personne. Donc, Ouais. Non, mais en fait, le consommateur, vous avez raison, Pouba. Le consommateur est intrinsèquement égoïste. ouais. Tu sais. Et, Mais les plus jeunes, euh, quoique, oui, sont peut-être égoïstes, mais ils vont réfléchir davantage. Ouais. ouais, ils sont un peu plus conscients, je suppose, oui. Ouais. Et cette conscience-là influence, parce que on a beau répondre à des sondages, là, Ouais. mais ce qui se passe à l'épicerie, ce qu'on met dans le panier d'épicerie, c'est deux choses, puis tout le monde le sait, ça. Mhm. Mais les jeunes, et c'est documenté lourdement, sont plus influencés par certains aspects holistiques de l'achat alimentaire, comme Mhm. l'environnement, le Ouais. bien-être animal aussi. Et d'après vos recherches, est-ce que il y a un sondage parallèle avec les États-Unis? Est-ce que ça compare avec les mêmes critères que vous avez utilisés? Est-ce que ça compare avec des études aux États-Unis? Est-ce que vous avez une idée ou des données? Oh, ça, c'est une bonne question, ça. On n'a pas comparé. OK. En fait, avec Angus Reid, on le fait souvent, mais Mais, cette fois-ci, c'est juste avec Cattle. Cattle est une compagnie canadienne. C'est une ouais. bonne question. Mais aux États-Unis, il y a quand même un intérêt pour les protéines végétales, mais Oui, je ne peux c'est pas toi. vous dire si c'est plus ou Ouais. moins qu'au Canada. Ouais. C'est pour cette raison-là, parce que je sais que les startups et les petites et moyennes entreprises, il y a de plus en plus. Je pense que c'est des milliers qu'il y en a. C'est pour ça que je voulais savoir s'il y a une comparaison. Quelle est l'attitude des Américains sur ces mêmes critères que vous avez utilisés pour votre sondage? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aux États-Unis, au Canada, par exemple, 39% de notre budget est consacré aux services alimentaires. Donc, on Mhm. dépense 39% de notre argent en restauration. Aux États-Unis, c'est 52%. Ouais, ouais. Et donc, quand on pense restaurant, est-ce que les Américains dépensent de l'argent à acheter de la protéine végétale en restauration? Les fruits de mer, peut-être? Mhm. Bon, puis c'est pas végétal, ça. Donc, l'Américain moyen dépense beaucoup plus d'argent hors ménage qu'à l'épicerie Ouais. pour s'alimenter. Et ça change la donne pas mal. Ouais, ouais, ouais. Surtout, je pense qu'ils ont un problème de santé, d'obésité aussi, quoique au Canada aussi, ça devient un Ouais. peu un symptôme maintenant, mais ça, Mais c'est ça, une c'est pas mon discussion. domaine de Ouais, recherche, c'est une alors. discussion pour quelqu'un d'autre. Ouais, Ouais. eh bien, Sylvain, on est arrivé à presque la fin et je vous remercie très bien beaucoup pour cette présentation et puis pour la question-réponse. C'était un plaisir de vous parler avec vous. Et on remercie aussi tous les participants à ce webinaire. On se verra bientôt, dans 2 mois. Mais on va vous annoncer
la date exacte, veuillez surveiller notre page au Centre alimentaire de la Saskatchewan et on va vous communiquer la date du prochain webinaire. Merci, Ben, Sylvain. merci Merci. bien. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye.